Bonsoir et merci de votre fidélité à la télévision nationale. Comment réguler les médias à l'ère du numérique? La presse africaine aura peut-être la réponse à cette question jeudi prochain à partir de la capitale économique du Bénin. Cotonou accueille en effet du 6 au 8 décembre prochain la 8e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique. 35 pays y prennent part avec pour thème la régulation des supports de diffusion numérique et des médias en ligne, opportunités et défis, trop techniques, en français facile comme on dit ailleurs. C'est quoi par exemple un support de diffusion numérique, un média en ligne? Comment réguler des chaînes en réception libre par satellite, sur le net ou sur son téléphone portable? Les instances de régulation africaines sont-elles préparées à assumer leur rôle et relever les défis qu'induit l'avènement du numérique? Sur toutes ces questions, la télévision nationale vous propose ce soir des regards croisés de 3 présidents d'instances de régulation de la communication d'Afrique. Monsieur Adam Bonitessi, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Bénin, dont le pays assure donc le secrétariat exécutif du RIAC, entendez le réseau des instances africaines de régulation de la communication. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Monsieur Abdourahmane Ousmane, le président du Conseil supérieur de la communication du Niger, il est en même temps le président en exercice du réseau des instances africaines de régulation de la communication, comme je l'ai dit, qui compte 35 pays. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Et puis Madame Martine Condé, la présidente de la Haute Autorité de la communication de la Guinée-Conakry. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir. Nous avons ce que nous appelons un péché mignon, c'est de commencer toujours un débat par ce qui fait l'actualité. Et aujourd'hui, l'actualité au Bénin, c'est ce que vous savez peut-être, j'imagine, c'est que le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication du Bénin a pris une mesure qu'on appelle une mesure conservatoire visant l'arrêt des émissions d'un certain nombre de chaînes de télévision, 6 si je ne m'abuse, et une radio. La raison invoquée, c'est que certaines n'ont pas de convention avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, d'autres ne sont pas sur les sites où ils devraient se trouver, on dit problème de délocalisation. Alors, quand se tient une réunion de si grande importance, que des présidents d'instances de régulation d'autres pays viennent et apprennent une telle nouvelle, quelle est la réaction? Vous vous dites, tiens, ça se passe comme chez nous, ou vous dites la HAC est dans son rôle, ou vous dites les journalistes ne respectent peut-être pas les textes dans ce pays. Quelle est votre réaction quand vous apprenez ça, Monsieur le Président? Vous savez, la régulation, quel que soit le domaine considéré, est une forme d'intervention des pouvoirs publics qui s'applique à des domaines politico-économiques qui ne sont pas en mesure par eux-mêmes d'atteindre leur point d'équilibre de manière intrinsèque à cause notamment de 2 facteurs. Le premier facteur, c'est la concurrence et le deuxième facteur, c'est la multipolarité. Et c'est pourquoi il faut toujours l'intervention des pouvoirs publics à travers un organisme indépendant, une institution indépendante, c'est le cas des institutions que nous présidons, pour pouvoir rétablir et maintenir ce point d'équilibre. De manière pratique, moi j'ai l'habitude de définir la régulation appliquée au domaine des médias comme un barrage qu'on construit sur un fleuve. Je viens du Niger, donc nous avons un fleuve, comme un barrage qu'on construit sur un fleuve. Le but du barrage n'est pas de couper le cours du fleuve. Le but du barrage, c'est de réguler le débit du fleuve pour qu'il n'y ait pas de dégâts, ni en amont, ni en aval, qu'on soit en période de crue ou en période d'étiage. Monsieur le Président. C'est ça notre rôle. Donc, pour revenir à votre question, et la HAC a pris des décisions, j'imagine, sur la base des textes législatifs et réglementaires qui régissent l'exercice de la profession du journaliste et notamment de la communication audiovisuelle. Est-ce que vous avez déjà connu des cas similaires sur cette télévision du coup au Niger? Non, nous n'avons jamais pris une telle décision similaire, mais je disais que le rôle de la régulation, c'est un processus
de modération, c'est un processus de veille et de rappel permanent des dispositions législatives et réglementaires qui encadrent l'exercice du métier de journaliste et de la communication audiovisuelle. Si ce processus de modération, ce processus de veille et de rappel ne marche pas, évidemment, les instances de régulation ont le pouvoir de prendre des mesures qui vont de la suspension provisoire jusqu'à la suspension définitive d'un organe de presse. Madame la Présidente, est-ce que la Guinée a connu des cas similaires en mars, cette chaîne suspendue du coup? Merci. La Guinée n'a pas connu cette situation, mais la Guinée a connu quand même certaines situations adaptées au contexte. Et moi, je voulais surtout dire que le Bénin est le pays de référence de nous, instances de régulation de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons souvent envoyé des collègues s'inspirer de l'expérience pour des voyages d'études. Et nous avons ici le siège de notre secrétariat exécutif du RIAC. Et nous avons toujours trouvé les textes du Bénin. En tout cas, nous nous en référons, nous les avons trouvés vraiment de pointe. Très bien. À propos de texte, je ne sais pas si le président veut dire un mot, sinon on va poursuivre le débat. Oui, je voulais surtout ajouter que avant que l'instance de régulation prenne une telle décision, je crois que il y a eu beaucoup je pense qu'il y a eu d'abord la concertation, l'avertissement, en tout cas des discussions, la sensibilisation même des médias concernés. Et c'est après tout ça, là, comme il a dit, dans les textes de loi, il y a l'avertissement, il y a la mise en demeure, etc., jusqu'à la fermeture. Monsieur le Président, nous pensons que c'est une mesure. Voilà, que c'est une mesure. Monsieur le Président, quelle pourrait être l'issue de cette situation? Est-ce qu'il est envisageable que certaines chaînes rouvrent ou est-ce que c'est le statu quo? J'ai l'occasion de vous avoir sur le plateau, même si vous vous êtes expliqué déjà sur beaucoup de chaînes. Bon, merci bien. Pendant combien de temps ces chaînes vont rester encore fermées? Je crois que la mesure conservatoire, c'est une mesure conservatoire est prévue dans notre loi organique et elle a été prévue pour des cas donnés. Comme vous l'avez dit, nous avons 4 chaînes avec lesquelles nous n'avons pas de convention. Mais comment ça se fait qu'elles n'ont pas de convention, mais elles émettent depuis? Pourquoi c'est maintenant on les arrête? Non, il y a une qui émettait depuis, voilà. Et que déjà en février, j'ai contacté, puisque le diffuseur, je l'ai eu et j'ai demandé d'arrêter. Ils se sont engagés à régulariser la situation. Donc, nous étions dans le contexte de l'élection présidentielle. Et comme je l'ai dit déjà, c'est une répétition dans les autres interventions. J'ai fait mention du fait que nous sommes en période électorale, qui est une période particulièrement sensible. Ils se sont engagés à respecter les dispositions particulières. Ils ont respecté. À la fin, ils ne sont plus venus pour régulariser. Et c'est dans leur foulée que nous avons remarqué qu'il y a encore 3 nouvelles chaînes qui ont commencé à émettre sans autorisation. Et pour aller... Et rapidement, donc, on devait couper les 3 chaînes, mais ce serait pas intéressant de le faire en laissant la première qui était là. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Non, ce qui va se faire, c'est que les textes ont prévu la mesure conservatoire à une durée maximale d'1 mois. Je dis bien maximale. D'accord. Puisque quand le président prend la décision, dans les jours qui suivent, il convoque une plénière devant laquelle il expose le sujet. La plénière en débat. Et si elle estime que les motifs sont pertinents, la plénière peut maintenir la mesure. Très bien, monsieur. Comme elle peut, disons, arrêter, dire bon, c'est bon. D'accord. Ben, dans le cas d'espèce, comme vous me le permettez, il y a déjà les 2 chaînes qui ont délocalisé, qui ont écrit qu'elles sont prêtes à retourner dans les sites. Dans les sites. Ok.
puisque c'est prévu, la convention prévoit expressément que le site qui a été indiqué, vous ne pouvez pas vous déplacer de ce site sans l'autorisation de la HAC. Merci. Monsieur le Président, nous allons parler de régulation dans un contexte du numérique, mais il faut que les téléspectateurs comprennent, on ne va pas faire un coup sur le numérique, mais nous devions être passés au numérique, je parle pour les pays d'Afrique, depuis le 17 juin 2015, et puis finalement on a une sorte de moratoire jusqu'en 2017. D'abord, pourquoi on ne l'a pas fait? Et sur les 35 pays qui seront à Cotonou, combien sont passés déjà au numérique, de l'analogique au numérique? Bon, d'abord, le passage au numérique au 17 juin 2015 a été prévu par une convention internationale adoptée dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications. Donc c'est valable pour l'ensemble des pays qui appartiennent à cette union. Maintenant, au niveau des pays africains, à la date du 17 juin 2015, selon même les propres statistiques de l'UIT, seuls 5 pays africains ont pu achever leur processus de transition. Donc ça veut dire que dans ces 5 pays, il n'y a plus de signal analogique en télévision terrestre. Et ces 5 pays, ce sont le Mozambique, la Tanzanie, le Rwanda, le Botswana et l'île Maurice. Le Mozambique, qui sera, enfin certains seront à Cotonou, oui, j'imagine. Oui, oui. Maintenant, il y a 30 autres pays africains qui sont dans le jargon de l'UIT, ce qu'on appelle, qui sont dans le process. Donc, qui ont entamé le processus, mais qui ne l'ont pas achevé. Et on est dans une situation où, dans ces pays, nous avons des processus où on a le simulcast, c'est-à-dire à la fois une diffusion en analogique et une diffusion en numérique. Et il y a maintenant à côté une quinzaine de pays africains qui n'ont même pas du tout démarré le processus. Mais tout ça est dû à quoi? Donc, face à ce constat, les pays africains ont demandé auprès de l'Union internationale des télécommunications un moratoire de 2 ans pour leur permettre soit de démarrer, soit de parachever pour ceux qui sont déjà dans le process. Les raisons sont multiples, mais de manière récurrente, la contrainte financière a été la principale source de retard ou même de non-démarrage du processus. Le passage au numérique induit des coûts, c'est ça? Des coûts, absolument. Par exemple, si vous prenez le cas du Niger, le budget du passage au numérique a été évalué à 29 milliards de francs CFA. Si vous prenez pour l'ensemble des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est 330 milliards de francs CFA, le budget cumulé des 6 pays membres de l'UEMOA. Donc c'est pour vous dire quand même que le passage à la TNT a un coût. Or, il se trouve que dans nos pays, presque tout est prioritaire. Et les États ont fait des choix face aux urgences, face aux contraintes sécuritaires pour certains pays. Quand vous dites ça, Monsieur le Président, qu'est-ce qui nous garantit que le 17 juin, enfin 2017, on est au bout du tunnel? Rien ne le garantit, parce qu'on a vu quand même la décision de passer au numérique qui ne date pas d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, dans nos États, il y a beaucoup de priorités et parfois les arbitrages se font selon les programmes politiques de ceux qui dirigent les États. Il ne faut pas perdre de vue cet aspect. Mais de manière générale, les experts conviennent que pour réussir un processus de transition en Afrique, il faut réunir 2 conditions. La première, c'est d'abord, il faut qu'il y ait un leadership, et donc notamment une institution leader qui conduit le processus de manière tout à fait indépendante et impartiale. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait un partenaire stratégique qui a les compétences techniques et qui a les moyens financiers. Très bien, on va Ces conditions n'ont pas été toujours réunies dans les pays qui ont on va insister dans le cours du débat. Madame la Présidente, la question que j'ai envie de vous poser, parce qu'on échangeait avant d'entrer en studio, certains semblaient être impliqués dans le processus du passage de l'analogique au numérique, certains pas. Est-ce que, dans le cas de la Guinée, les instances de régulation ont été impliquées dans le processus du passage de l'analogique au numérique? Effectivement, la HAC a été impliquée dans le projet. Le projet a été élaboré par le gouvernement, mais la HAC a été responsabilisée. Et il a été créé une commission nationale de la migration de l'analogique au numérique, et dont moi-même j'étais la présidente. Enfin, je suis la présidente puisque jusqu'à présent, nous n'avons pas fini le processus.
Et nous avons suivi toutes les étapes. Ce que je voudrais relever aussi, le fait que les pays africains ne soient pas à l'heure du 17 juin. L'UIT a prévu pour toutes les radios ou les télés qui émettent en UHF le 17 juin. Maintenant, en VHF, comme ici, je suis sûr que la télévision nationale émet en VHF, 2020. Ça, c'était prévu depuis la signature de la Convention ça veut en dire 2006. Que nous, on peut attendre jusqu'à... Non, il faut grouiller maintenant parce que 2020 arrive. Monsieur le Président, quand j'écoute... Non, oui, je n'ai pas fini. D'accord. Donc, nous avons été impliqués et nous avons suivi toutes les étapes, la feuille de route. Nous avons cherché les financements pour ça, la feuille de route, des réunions sur les normes, DVB-T2, MPEG 4, etc. Ça fait très technique, ça. Oui, Monsieur le Président, est-ce que vous dites la même chose que Madame la Présidente apparemment? Je ne sais pas si la HAC du Bénin a été impliquée, le Niger aussi. C'est vrai, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été impliqué, mais ça dépend du niveau d'implication. Ah bon. Nous avons été associés, je dirais, jusqu'ici. Ça fait diplomatique. Oui, parce que à notre prise de fonction en juillet 2014, nous avons trouvé déjà la commission de migration au numérique qui était installée. Qui est dissoute là même. Voilà, qui est installée et qui était présidée par le ministre de la Communication. Oui. Donc on nous a demandé de communiquer notre représentant, c'est le vice-président qui a été envoyé de la HAC, qui est vice-président de la commission. Très bien. Et je viens. Oui. Nous avons... Faut pas qu'on... Bon, d'accord. Je vais écouter le cas du Niger, parce que dans les échanges, je n'ai pas eu... Au Niger, le Conseil supérieur de la communication a été impliqué. Nous occupons la vice-présidence du comité interministériel de migration. Nous occupons la vice-présidence du comité technique sur la TNT. Mais pour moi, la question déterminante dans le cadre de ce processus, c'est les questions des finances. Or, il se trouve que, quel que soit le niveau d'implication, d'association des instances de régulation, tant qu'elles n'ont pas la décision sur le choix du partenaire stratégique, tant qu'elles n'ont pas la décision sur le choix de la stratégie de financement de la migration, les instances de régulation ne peuvent rien faire. Et aujourd'hui, on constate que parfois, c'est parce que les retards ont été accusés qu'on tourne le regard vers nous, comme pour nous filer la patate chaude, alors que dans ce processus, on n'a pas eu forcément le maître mot de la décision sur le choix des partenaires techniques et sur le choix du mode de financement. Or, ce sont les deux éléments déterminants. Et tous les pays africains qui ont réussi leur migration ont fait des choix assez efficaces sur les deux questions, à savoir le partenaire et le mode de financement. Voilà les questions déterminantes. Vous voulez réagir? Je voudrais dire que c'est dès l'avènement du gouvernement actuel que nous avons relu les textes, parce que nous avons la chance au Bénin d'avoir déjà le Code de l'information et de la communication qui a abordé le sujet, et la loi sur la radiodiffusion numérique qui ont abordé. Donc nous avons eu des ateliers et on a évalué le niveau d'implication qui devrait être celui de la HAC. Nous avons trouvé 42 points. Et il se trouve que nous avons les actions les plus déterminantes. Et aujourd'hui, je dois reconnaître que de plus en plus, nous sommes sollicités par le gouvernement pour pouvoir mettre en place ces choses. Mais, comme il a dit, pour être concret, pour être sûr que le 17 juin 2017, on pourra peut-être passer au numérique, il faut quoi? Qu'est-ce que la HAC doit faire? Il faut les financements, les moyens. Nous avons besoin de cadres qui aient un certain nombre de profils. Nous avons besoin des moyens financiers pour pouvoir mettre en place les structures qui ont été prévues par la loi. Très bien, on va aborder nos thématiques pour ne pas rester éternellement sur le processus de passage de l'analogique au numérique. Concrètement, quand les téléspectateurs nous regardent parler de support de diffusion numérique, de médias en ligne, qu'est-ce que c'est, Madame la Présidente? Le support de... Oui, c'est ça le thème de Cotonou. C'est quoi les supports de diffusion numérique, les médias en ligne?
L'Internet, que tout le monde connaît, c'est ça. L'Internet, actuellement, est le moteur du numérique. Vous voulez ajouter Oui, il y a l'Internet, c'est sûr. Il y a aussi la voie terrestre, donc le réseau hertzien, puisque même la télévision, c'est une télévision numérique terrestre. Donc, on passe du mode de diffusion terrestre analogique au mode de diffusion numérique. Donc, le réseau hertzien, quand même, est un mode de diffusion. Le satellite, bien sûr. C'est un support. Le satellite, c'est un support aussi de diffusion. Vous avez la téléphonie mobile, qui est aussi un support de diffusion. Et vous avez le câble, aujourd'hui, à travers la fibre optique. Et l'Internet, comme elle l'a dit, pour ce qui concerne les médias en ligne. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu que même les médias classiques, c'est-à-dire les radios, les télévisions et les journaux, ont toujours une version électronique, c'est-à-dire une version Internet. Parce que c'est devenu un mode de diffusion d'abord qui est très facilement accessible dans beaucoup de pays et qui est accessible aujourd'hui à travers la téléphonie mobile, ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'avoir forcément un poste de téléviseur pour pouvoir suivre une télévision. On n'a plus besoin d'avoir un poste de radio pour écouter une radio. On peut le faire via son téléphone portable. Et on n'a plus besoin d'acheter le journal papier pour lire la presse écrite parce qu'on peut aussi s'abonner aux versions électroniques. Donc voilà l'ensemble aujourd'hui des supports de diffusion à l'ère du numérique. Très bien, mais la question, on y arrive là, madame. Je prends le cas du satellite. Moi, je regarde les télévisions chez moi, comme tout le monde, et je capte des chaînes qui ne sont pas censées émettre à partir de Cotonou. Lorsqu'il y a des dérives sur certaines chaînes, comment on peut réguler ce genre de chaînes? Est-ce que, puisque ce n'est pas le droit béninois qui régit, comment ça peut se passer, la gestion de la régulation des chaînes? C'est pourquoi nous sommes venus à Cotonou. Oui, c'est pour anticiper que nous sommes à ce débat, c'est pour réfléchir à qu'est-ce qu'on va se dire. C'est pour échanger sur tous ces problèmes parce qu'il faut se dire la vérité, les instances de régulation ne sont pas encore outillées, tout à fait outillées, pour réguler les nouveaux médias. L'Internet, les médias en ligne, vous le savez bien, oui. Nous ne pouvons pas réguler les émissions par satellite. Et c'est pourquoi nous sommes à Cotonou, toutes les instances de régulation, pour échanger sur cette problématique et voir ensemble comment nous pourrons travailler avec l'autre partenaire, c'est-à-dire les télécommunications. Normalement, un représentant devrait être ici aujourd'hui dans votre émission parce que les télécoms gèrent le contenant, nous régulons le contenu. Donc le régulateur du contenant, le régulateur technique devrait être là pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. Très bien. Avant que je pose peut-être la même question autrement au président du Bénin, je vais m'adresser au président du Niger. Vous avez cité... Non, du CSC du Niger. Oui, c'est ce que je veux dire. Excusez-moi. Quand je dis président, je sous-entends tout de suite haute autorité de la communication. Voilà. Est-ce que vous m'avez cité un certain nombre de pays qui sont déjà au numérique? Et j'imagine que dans ces pays, la régulation est peut-être déjà un acquis. Donnez quelques exemples de pays qui sont déjà passés au numérique et qui ont peut-être réussi l'expérience de la régulation. Vous m'avez cité le Mozambique, si je ne me trompe, monsieur le président. Non, la régulation est classique. Dans ces pays-là qui ont... Oui. Vous avez l'avènement de la télévision numérique terrestre a une conséquence immédiate. C'est qu'elle bouleverse la chaîne de valeur de télévision. Très bien. En ce sens que la situation actuelle... éditeurs. Oui. Aujourd'hui, l'ORTB produit du contenu et diffuse le même contenu. Quand le Bénin va achever sa transition vers le numérique, l'ORTB n'a plus le droit de produire et de diffuser. Donc l'ORTB sera uniquement un éditeur de contenu, donc un producteur de contenu audiovisuel. La diffusion va être faite par ce qu'on appelle les opérateurs de multiplex. C'est ça qui va entraîner un bouleversement de la pratique de régulation. Il faut maintenant prévoir déjà dans les textes, et c'est la première des choses à faire dans les lois sur la communication audiovisuelle, prévoir maintenant l'avènement de ces nouveaux acteurs-là,
notamment l'éditeur de contenu, le transporteur du contenu et le diffuseur. Il faut prévoir le niveau de responsabilité de chacun entre celui qui produit le contenu et celui qui le diffuse, qui va être le responsable, par exemple, en cas de problème. Aujourd'hui, nous n'avons pas de difficulté, nous, régulateurs, parce que si un contenu est diffusé par l'ORTB et qu'il enfreint la loi, nous savons à qui nous allons nous adresser. Je n'ose pas vous couper, Monsieur le Président du RIAC. Vous êtes le président du réseau, c'est pour ça que je vous ai posé la question, pour savoir si vous prenez le Mozambique ou un autre pays que vous avez cité comme étant déjà passé au numérique, j'imagine qu'ils ont certainement déjà des normes de régulation. Est-ce qu'il y a des cas pratiques où voilà. Par exemple, le cas que je connais le mieux, c'est celui de la Tanzanie, que j'ai visité. Ils ont modifié leur loi sur la communication audiovisuelle pour prévoir la responsabilité de chaque nouveau acteur de l'écosystème numérique. Oui. Ça, c'est la première des choses. Oui. Deuxièmement, ils ont aussi modifié la loi sur les régulateurs pour lui donner de nouvelles compétences qui concernent maintenant l'ensemble de ces acteurs. Et troisième chose, de manière pratique, c'est que le régulateur de l'audiovisuel au niveau de la Tanzanie s'est aussi doté des moyens, notamment sur le plan humain, sur le plan technique, pour pouvoir réguler, cette fois-ci, non pas un seul acteur, mais 3 acteurs du nouvel écosystème. Donc voilà des cas. Donc il faut réformer les textes, il faut réformer la loi sur les régulateurs et il faut doter les régulateurs des moyens pour lui permettre d'assurer son rôle dans ce nouvel environnement. Voilà des questions concrètes. Pour la question du satellite, dépasse largement les compétences des régulateurs. Parce que le propre du satellite, c'est d'abord de traverser les frontières, et donc en traversant les frontières, il défie les législations nationales. Je vous donne un exemple concret pour le cas du Niger. Les lois nationales interdisent la publicité sur le tabac et le produit du tabac. Les lois nationales interdisent la publicité sur l'alcool et le produit d'alcool. Mais un Nigérien peut regarder une autre chaîne où il y a la publicité. Mais bien sûr, aujourd'hui, et nous, en tant que Conseil supérieur de la communication, la loi nous donne le pouvoir et l'autorité de veiller à ce que les médias nigériens, par exemple, ne diffusent pas de la publicité sur l'alcool et le tabac. Mais quand il y a un match de Champions League qui est sponsorisé par une marque de bière pour laquelle je ne ferai pas de publicité à la CITA, eh bien, aujourd'hui, le diffuseur des matchs de la Champions League, qui est un opérateur de satellite, il diffuse ses programmes sur le Niger. Or, nous l'avons interpellé pour dire, vous n'avez pas le droit de diffuser la publicité qui précède les matchs, parce que la loi nigérienne l'interdit. Il dit, écoutez, c'est cette marque qui sponsorise nous-mêmes et qui nous donne les moyens d'aller acquérir les droits de diffusion. Si nous ne le faisons pas, nous ne serons plus en mesure de diffuser les matchs de Champions League. Donc vous voyez la difficulté à laquelle nous faisons face. Nous interdisons aux médias nationaux de faire de la publicité, mais face aux médias internationaux qui diffusent sur satellite, du fait de l'extraterritorialité, nous n'avons aucun pouvoir malheureusement. Et cela ne peut se faire parce que tout simplement là-bas, dans le pays de diffusion, la publicité sur l'alcool est autorisée. Et donc on ne peut même pas saisir, par exemple, le régulateur français pour lui dire, écoutez, nous dans le cadre de la coopération entre les instances de régulation, nous souhaitons que vous puissiez prendre des mesures contre ces éditeurs parce qu'il est conforme à la loi française. Alors voilà. La même question autrement, quand je prends le cas du Bénin, les textes prévoient par exemple la protection des mineurs. Nous recevons par satellite des émissions qui ne protègent pas forcément les mineurs. Et comme il vient de donner l'exemple du Niger, comment ça se passe au niveau du Bénin par exemple? Bon, nous, d'abord, à travers les conventions que nous signons avec les organes, nous spécifions. Mais vous parlez des chaînes nationales. Oui, nous spécifions. Et puis les diffuseurs, ceux qui diffusent aussi les bouquets satellitaires. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas, n'ont pas de convention avec nous, la loi
sur le code numérique nous prévoit quand même que nous puissions les saisir et leur faire part de de la législation au niveau du Bénin, puisque je pense que c'est l'article 2 du code de l'information et de la communication qui stipule en différents points que je ne peux pas dire en détail ici, que la HAC est habilitée dans tous les cas à saisir, disons, la structure à travers laquelle l'émission va se faire pour que la législation nationale soit respectée. Mais dans la plupart des cas, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place la structure de suivi. C'est ça que puisque la loi est adoptée, nous venons de finir les séminaires d'appropriation. C'est dans la mise en œuvre que nous allons voir les difficultés réelles que ça présente. Oui, justement, à propos de la loi, est-ce qu'on peut imaginer que peut-être cette loi pourrait être revue, puisqu'on n'est pas encore entré dans le numérique? C'est vrai qu'elle tient compte de ces paramètres, mais est-ce qu'il est envisageable qu'elle soit revue? Bien sûr, c'est bien possible, puisque à la réalité, enfin, à la pratique du terrain, aujourd'hui, comme l'a dit madame, le Bénin est quand même un peu en avance en matière de législation sur beaucoup de pays, parce que nous sommes au moins le pays qui a 2 lois importantes qui régulent à ces différents niveaux et que nous mettrons d'ailleurs à la disposition de l'ensemble des participants à cette rencontre-là pour qu'ils puissent peut-être s'en inspirer, peut-être aussi lors des échanges, nous pouvons trouver les suggestions, puisque c'est à travers la pratique que nous ressortons les difficultés. Il y a beaucoup de textes de la HAC qui ont évolué parce que les autres pays sont venus ici, les prendre, aller les mettre en application et trouver qu'il y a tel aspect qu'on peut améliorer. Nous prenons par exemple nos textes sur le monitoring. C'est ici que le Maroc est venu et le Maroc a fait, disons, l'appropriation de nos textes et aller mettre ça, disons, sur des supports Internet. Et nous-mêmes, maintenant, nous sommes allés apprendre, disons, le monitoring à travers le support numérique au Maroc. Et la Belgique même qui est venue s'inspirer de ce que le Maroc a mis en application. Pour appliquer aujourd'hui, la Belgique est en train de réguler sur la base de ce qui a été initié au Bénin, que le Maroc a amélioré. Vous voyez comment ça se passe. Ça veut dire que c'est à la pratique que nous pouvons tirer les conclusions qu'il faut. Madame la Présidente, vous m'avez dit tout à l'heure, on va réfléchir, quand je vous ai posé la question sur la régulation, par exemple, des satellites, mais qu'est-ce que vous attendez concrètement de la rencontre de Cotonou? Qu'est-ce qui peut être proposé concrètement? Moi, j'attends de cette conférence qu'il y ait une convergence entre les régulateurs techniques, c'est-à-dire les régulateurs du contenant, et nous, régulateurs du contenu. Et qu'ensemble, nous puissions voir comment, à l'avenir, peut-être créer une superstructure qui pourrait conseiller les régulateurs et que l'État, enfin l'État va s'impliquer, c'est-à-dire qu'il y ait une volonté politique pour faire bien démarrer cette structure, cette nouvelle structure qui pourra se mettre à l'heure du numérique et en conformité avec ce qui se passe dans le monde. Mais avant cela, il a parlé tout à l'heure des lois. Et nous, en Guinée, après toutes les transitions qu'il y a eu, transition politique, nous sommes en train de préparer les états généraux de la presse pour revoir notre loi sur la liberté de la presse et la loi sur la HAC. Parce que avec tout ce qui se passe avec l'avènement du numérique, il faut qu'ensemble, nous puissions, à partir de tout ce que nous allons faire ici et à partir de
des accords que nous avons avec nos partenaires, maintenant s'asseoir avec tous les acteurs des médias et réfléchir sur de nouveaux textes et ensuite les proposer à l'Assemblée nationale. À propos de suprastructure, parlons un peu de la coopération, même à l'heure actuelle, avant les assises de Cotonou. Comment ça se passe, la coopération, au niveau des différentes instances de vos pays? Je donne un exemple concret, par exemple le texte de loi sur la TNT au Bénin, peut-être demain, ou c'est déjà fait, j'en sais rien, une loi aussi sur la TNT au Niger. Est-ce qu'il y a une coopération pour la lecture des textes? Absolument. C'est même un des objectifs de notre réseau, le réseau des instances africaines de régulation de la communication, c'est de pouvoir créer un cadre d'échange, un cadre de coopération entre les différents membres pour que nous puissions renforcer les capacités institutionnelles, techniques de tous les membres. Et actuellement, nous travaillons sur un chantier pratiquement depuis 2011, qui est celui de l'harmonisation du cadre juridique de la régulation en Afrique. Et la présidence du RIAC assurée par le Niger a fait avancer le dossier en élaborant les termes de référence de cette étude-là qui doit déboucher à l'harmonisation des cadres, et nous allons discuter sur ces termes de référence au cours de la réunion de Cotonou. Si nous les adoptons, eh bien, nous allons passer à la phase suivante, qui est celle de la réalisation de l'étude. Sur la base des différences qui existent, il s'agit de dégager des lignes de force, c'est-à-dire des points communs, des points de convergence qui vont nous permettre, à la suite de l'étude, de mener un plaidoyer au niveau des organisations régionales telles que l'Union africaine, des organisations sous-régionales comme ici la CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest, la CEMAC pour l'Afrique centrale, la SADC pour l'Afrique australe. Comment nous pouvons ensemble amener ces organisations à adopter des lois ou en tout cas des directives visant l'harmonisation à la fois des cadres de la régulation mais aussi de la communication audiovisuelle. Pour ce qui concerne la télévision numérique terrestre, l'UEMOA a fait une avancée. Il y a déjà une directive de l'UEMOA sur la télévision numérique terrestre et que tous les États membres devraient transposer dans leur loi nationale. Cette directive-là, si elle est appliquée, elle va nous permettre, par exemple, de régler la question de la diffusion par satellite. Parce qu'elle prévoit que tous les opérateurs étrangers qui diffusent ou qui réceptionnent des programmes audiovisuels par satellite installés dans les pays membres de l'UEMOA doivent se conformer à la directive commune des États membres. Donc vous voyez, on aura là une base juridique qui va permettre de résoudre cette question de la diffusion et de la réception des programmes par satellite. Parce que laisser les pays seuls, nous ne pouvons pas. Actuellement, rien que sur l'Afrique de l'Ouest, il y a plus de 1500 chaînes de télévision qui diffusent par satellite. Alors comment la HAC du Bénin, la HAC de Guinée ou le CSC du Niger, laissé à lui-même, peut-il réguler 1500 chaînes de télévision en plus de ceux qui se diffusent à partir de nos territoires? Vous voyez, c'est un problème qui dépasse les compétences d'une seule instance et même d'un pays. Il faut aller vers une coopération dans le cadre des espaces communautaires pour qu'on puisse prendre des directives maintenant qu'il faut transposer dans les lois nationales et exercer vraiment un contrôle. Parce que toutes ces questions posent fondamentalement d'autres questions, qui est celle des questions de société. Est-ce que nous avons aujourd'hui dans nos pays les médias de nos sociétés? Voilà toute la question. Je veux dire, ces médias qui diffusent aujourd'hui et qui sont appréciés, je ne doute pas, est-ce que c'est faute de mieux que les consommateurs de nos pays sont friands de ces médias, ou bien est-ce qu'il faut aller aussi vers le développement des contenus propres et des contenus qui sont adaptés au contexte socio-culturel de nos pays? Et ça, c'est le défi qui est lancé, aux éditeurs de contenu africains, notamment donc les télévisions, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées. Au lieu de continuer chaque fois à prendre des programmes, parce qu'aujourd'hui ces programmes sont libres, et à les diffuser à longueur de journée, est-ce qu'il ne faut pas aussi se dire, il est temps
que les Africains puissent produire des contenus qui sont adaptés à leur réalité culturelle, à leur réalité sociale, à leur réalité politique, et que, à l'heure du numérique, nous puissions aussi diffuser des contenus qui sont d'une qualité technologique et conforme aux normes internationales, mais aussi d'une pertinence programmatique aujourd'hui qui peut permettre à l'Afrique d'être aussi au rendez-vous de la société de l'information. Monsieur le Président, on a beaucoup parlé du satellite, mais la diffusion par le câble, apparemment, l'Afrique n'est pas tellement à ce niveau. Qu'est-ce qu'il explique? Est-ce que le câble, c'est parce que ça coûte cher? C'est quoi? Je crois que c'est la disponibilité du satellite qui permet de toucher un peu partout. Le câble, lui, vous voyez déjà, pour le cas du Bénin, pour que la fibre optique puisse être installée, je ne sais pas si ça a pu dépasser par à coup. Hein. Quand l'opérateur s'est mis à faire l'installation, ça n'a pas été du tout facile. D'abord, ce n'est pas vite venu. Donc, ça veut dire que la disponibilité n'est pas... on ne retrouve pas ça partout. Le satellite, lui, on peut être dans le désert, on peut être en pleine brousse, on peut être sur la montagne, on peut être sur l'eau, n'importe où. Bon, bien sûr, le câble, il y a des parties où ça passe sous-marin. Mais alors, je ne sais pas si mon frère du Niger peut dire que le câble, il y a le câble fluvial. La Guinée, je ne sais pas quel est le fleuve qui est là-bas. Non, le câble sous-marin. C'est sous-marin qu'on parle. Donc, il y a 4000 km c'est tout. Ça veut dire que c'est un problème de disponibilité. Sinon, ce serait, disons, intéressant qu'on puisse obtenir ça à tous les... Si je prends la Guinée, Madame la Présidente, quel est aujourd'hui l'état de la régulation, par exemple, des médias en ligne? Les médias en ligne. C'est difficile. Ça, c'est difficile. Je ne peux pas dire que nous arrivons à réguler valablement les médias en ligne. Parce que d'abord, il y a beaucoup de serveurs qui se retrouvent à l'étranger et même s'il y a des plaintes, on peut rechercher le site qui est incriminé, mais souvent on ne retrouve pas. Et nous n'avons pas, c'est ce que j'ai dit au début, nous ne sommes pas outillés, tout à fait outillés pour la régulation des médias en ligne ou des nouveaux médias. Monsieur le Président du RIAC, sur cette question, est-ce que vous avez une vue peut-être plus large de la régulation des médias en ligne dans la sous-région? Oui, vous savez, de manière globale, cette évolution technologique nous pose un grand défi. On sent que les régulateurs ont des problèmes avec le numérique, c'est ça, ça pose un grand défi aux régulateurs, ça pose un grand défi à nos pays, mais c'est une évolution à laquelle on ne peut pas se soustraire. Mais le numérique n'est pas tombé du ciel. Est-ce qu'on n'a pas pu anticiper au niveau de l'Afrique? Il faut s'adapter et surtout, il faut être inventif et créatif. Au niveau du RIAC, nous sommes actuellement en train de réfléchir pour ce qui concerne, par exemple, la presse écrite en ligne. C'est-à-dire, quand vous dites la presse écrite en ligne, il y a un journal sur le net. Voilà, par exemple, les journaux qui sont uniquement sur Internet. Sur le net, oui, c'est ça. Et c'est quoi l'adaptation? Il faut inventer un label. Un label pour dire que, par exemple, si un site d'information en ligne, pour que nous, régulateurs africains, nous puissions le considérer comme un organe de presse, donc comme un journal, il faut, par exemple, avoir un directeur de publication qui est journaliste professionnel. Il faut que le site emploie des journalistes aussi professionnels. Il faut que dans le traitement de l'information sur ce site, que les mêmes règles déontologiques, les mêmes règles éthiques qui sont appliquées aux journalistes de la presse écrite soient appliquées aux journalistes qui sont... Et il faut avoir, par exemple, pour ce qui concerne l'apparition, bon, pour la presse en ligne, on ne va pas parler du nombre d'exemplaires, mais par exemple, on peut regarder, dire le nombre de visites par jour. Combien de lecteurs visitent ce site par jour? Et donc, on met un label là-dessus, etc. Donc, vous voyez un certain nombre de critères. Une fois que ces conditions sont remplies, eh bien,
nous, au CSC du Niger, on va considérer cela comme un journal au même titre que les journaux papier. La HAC va aussi donner le récépissé à ce site et on le considère comme un journal. Vous pensez que comme le cas du Bénin, ce sera facile de fermer un journal en ligne, par exemple? Non, vous savez, l'objectif de la régulation, ce n'est pas ça. Oui, mais ça arrive. Ça arrive. Écoutez, la finalité de la régulation, c'est la promotion de la liberté. Oui, c'est ça la finalité de la régulation. Maintenant, la sanction est l'exception. Donc, si nous pouvons avoir ce label, eh bien, par exemple, pour un journal en ligne, la sanction, ce n'est pas l'interdiction définitive de parution, mais c'est le retrait du label. Et donc, le retrait du label va entraîner une sorte de discrédit. Mais c'est quoi le retrait du label? Par exemple, la HAC donne le label à un site pour dire la HAC le reconnaît comme un journal en ligne. Okay. Et lui, il va se servir de ce label auprès de ceux qui le visitent. Il va se servir de ce label parce qu'il est reconnu comme un site professionnel. Il va se servir de ça pour aller chercher des marchés publicitaires. Donc, demain, s'il ne respecte plus les critères qui lui ont valu le label, la HAC retire ou le CSC retire le label et en ce moment, il n'est plus considéré comme un site. Bon, c'est comme n'importe réseau social et voilà, en fait. Nous, c'est-à-dire le label nous donne du crédit et de l'importance parce qu'il faut s'adapter. En dehors de ça, nous n'avons pas, surtout si le site est créé et hébergé à l'extérieur. Comment voulez-vous que nous puissions l'interdire? Nous n'avons ni les moyens aujourd'hui. Dans le monde entier, il n'y a que la Chine qui a réussi à contrôler strictement Internet. Mais est-ce que le modèle chinois... Est-ce que c'est un bon exemple? Avec quel moyen? C'est pour vous dire que ce n'est plus possible et ce n'est pas possible pour nos États, à plus forte raison, pour nous, pour nos institutions, de pouvoir contrôler Internet. Il faut donc s'adapter et il faut être inventif, il faut être créatif. C'est ça l'avenir de la régulation dans le contexte. Monsieur le Président du RIAC est en train de me dire que seule la Chine, au monde, il y a peut-être d'autres pays, a réussi à réguler l'Internet et ça me fait sourire parce que dans les documents que j'ai lus, je sens qu'à ces assises, vous avez convié le géant chinois StarTimes, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est pour suivre justement l'exemple de la Chine en matière de régulation que vous avez invité la Chine? Non, nous avons invité StarTimes parce qu'il a une expertise qui est un peu... Parce que ça me fait penser, si je fais la continuité de l'idée du président du RIAC, que peut-être demain, on va apprendre à fermer l'Internet dans certains pays africains. C'est pas la Chine. Oui. C'est un conglomérat, StarTimes, qui, vous savez, la plupart du temps, la Chine exploite beaucoup de choses qui ne sont pas uniquement chinois. D'accord. C'est une délocalisation, puisque les gens vont s'installer là-bas. Moi, j'ai lu que c'est un géant chinois. Oui, bon, on porte le nom. Moi, j'ai acheté aux États-Unis des trucs fabriqués en Chine et qu'on vend dans des grands magasins vraiment spécialisés. Non, c'est parce que, voilà, disons, une structure qui a déjà une expertise qui est répandue en Afrique, que beaucoup de structures ont utilisée et qui pourra nous, disons, donner des éléments d'information qui vont nous situer sur ce qui nous attend dans ce domaine. Comme vous le savez, ça a été dit, c'est un domaine que nous sommes en train de découvrir, nous tous, de plus en plus, et que nous voulons maîtriser, que nous devons même maîtriser. Ce n'est pas voulons, nous sommes tenus de le faire, puisqu'il faut s'adapter ou mourir. Alors, si vous avez un organisme qui a déjà une certaine expérience dessus et qui a travaillé avec des pays africains, donc on l'a invité parce que, voilà, une structure qui a travaillé avec beaucoup de pays africains. Bon, donc ils connaissent donc les réalités africaines. Oui, je veux ajouter que les 5 pays qui ont déjà réussi leur migration ont été accompagnés par StarTimes. Et le gouvernement chinois a mis à la disposition des pays africains pour le passage au numérique 5 milliards de dollars, Exim Bank Chine. Et StarTimes seul dispose de 2 milliards sur ces 5 milliards pour aider les pays africains. Et je sais que
En tout cas, la plupart de ces projets se retrouvent en Afrique. Et la Guinée, actuellement, est presque à la fin. Et elle est accompagnée par StarTime aussi. Voilà. Vous avez dit, Monsieur le Président du RIAC, avant qu'on fasse peut-être le dernier tour, parce qu'on me fait signe, vous avez fait une phrase tout à l'heure, vous avez dit que la mission, l'objectif des instances de régulation, c'est pas de fermer, mais c'est plutôt la promotion de la liberté. Et j'ai envie de vous dire, dans les pays africains, il y en a qui ne respectent pas la liberté. Je peux citer la Gambie sans crainte, je peux citer l'Érythrée où les libertés sont violées. Qu'est-ce que le réseau fait dans ces pays? Bon, d'abord, ces deux pays ne font pas partie de notre réseau. Pour la simple raison qu'il n'existe pas dans ces pays d'instances de régulation. Et comme nous, pour être membre du RIAC, il y a un certain nombre de critères à remplir. Il faut qu'il y ait une instance de régulation qui a été créée soit par une loi, soit par un décret, et qui assure véritablement le rôle de la régulation. Or, il se trouve que dans certains pays africains, heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup, la régulation est parfois assurée par les ministères de la communication, et donc par les directions du ministère de la communication. Nous n'admettons pas ces directions, ou en tout cas ces institutions, dans notre réseau, parce que nous considérons qu'ils ne remplissent pas le premier critère qui est celui d'exister en tant qu'instance autonome indépendante. Voilà. Mais nous sommes en train de mener un plaidoyer au niveau de l'Union africaine pour que l'ensemble des pays africains puissent créer des instances suivant un modèle, en tout cas plus ou moins harmonisé. Il y a aussi l'évolution des pays elles-mêmes. Il y a des pays où, bon, du fait que de leur contexte politique, la nécessité de créer une instance de régulation ne s'est pas fait sentir malgré qu'il y ait une évolution politique depuis des années. Par exemple, l'Algérie a créé une instance en 2015. Donc nous sommes en train de parler avec l'Algérie pour voir comment elle pouvait intégrer. L'Égypte nous a sollicité pour voir comment créer une instance de régulation dans ce pays. La Tunisie va nous rejoindre ici à Cotonou. Donc vous voyez, la diversité des contextes fait qu'il n'existe pas d'institutions comme nous les entendons pour être membres. Mais je reviens sur la question de la Chine parce que je ne souhaite pas qu'on quitte ce plateau avec un amalgame. Nous n'avons pas invité StarTimes pour nous inspirer d'un quelconque modèle chinois en matière de liberté de presse. Nous avons invité StarTimes, tout comme nous avons invité d'autres opérateurs de la télévision numérique terrestre, que ce soit des opérateurs africains et des opérateurs européens, pour pouvoir créer un cadre d'échange, d'interaction entre les régulateurs et ces opérateurs. Parce que demain, c'est eux que nous allons réguler. Donc, il faut que dès maintenant, nous puissions justement créer ces différentes passerelles en vue d'échanger entre nous et que nous puissions créer des relations de partenariat. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que, contrairement à une idée répandue, tout ce qui se passe en Chine n'est pas si mauvais que cela. Dans le domaine de la transition vers la télévision numérique terrestre, la Chine et les opérateurs chinois ont fait des avancées qui dépassent beaucoup de pays européens. Et aujourd'hui, beaucoup de pays africains se sont décomplexés sur cette question pour faire appel aux Chinois et réussir leur migration. Voilà la situation telle qu'elle est. Et puis, ils ont les moyens. Ils ont les moyens financiers. Or, comme je l'ai dit, jusqu'ici, ce qui a retardé le processus en Afrique, c'est la disponibilité à temps des moyens financiers. Donc, nous avons voulu inviter l'ensemble des opérateurs qui interviennent. Vous utilisez leur technologie, mais vous n'utilisez pas... Pour voir comment nous pouvons profiter de l'ensemble de ces expériences, de leur expertise, afin d'accélérer le processus de transition. On va faire un dernier tour de table, à commencer peut-être par le président, parce que la thématique telle que formulée, un peu universitaire, pardonnez-moi le terme, régulation des supports de diffusion numérique et des médias en ligne, opportunités et défis. On a beaucoup parlé de défis. C'est quoi les opportunités? C'est en même temps votre mot de conclusion, Monsieur le Président. C'est difficile. C'est vrai. Donc,
Les opportunités, c'est quand même que nous puissions d'abord maîtriser tout le mécanisme et mettre, enfin, que nos différentes chaînes et autres qui seront des opérateurs puissent, disons, être suivis par nos instances dans un cadre harmonisé, parce que nous cherchons quand même à harmoniser les méthodes, que ce soit au niveau des instances comme au niveau des structures opérationnelles, que nous puissions quand même nous retrouver un peu partout. Quand tu te retrouves au Niger, quand tu te retrouves en Guinée, quand tu te retrouves au Bénin, que tu puisses avoir pratiquement la même manière de voir les choses. Parce que c'est ça qui est les opportunités en ce qui concerne nous, les régulateurs. Que la différenciation que nous observons aujourd'hui, parce que nous avons des niveaux différents en matière de texte, mais dès qu'on va se retrouver, qu'on peut harmoniser la législation ou bien les pratiques ou je ne sais pas comment il faut appeler ça, les techniques, ce serait plus intéressant pour ce qui concerne notre instance, qui est une instance qui est une sorte de réseau. Pour notre réseau, je vais appeler, parce que j'ai dit notre instance, c'est le réseau. Nous sommes mis ensemble pour essayer de voir les choses de la même manière, pour essayer de gérer quand même dans un cadre plus formel de part et d'autre. Madame la Présidente, votre mot de conclusion, peut-être avec une question. On va sortir de Cotonou avec peut-être une idée plus claire de comment on peut réguler le numérique. Voilà. Moi, c'est ce que j'attends de la conférence. Il y a 2 ans, nous avons fait un peu l'état des lieux de la migration numérique à Niamey. Il y avait l'UIT, il y avait l'UAT, ceux qui ont initié cette migration-là. Et nous avons eu des opérateurs et nous avons même identifié, ou nous avons eu l'agréable surprise de voir certains opérateurs africains tels que si Africa, c'est qui là? C'est Salé, oui, qui est béninois. Et aussi, StarTime était toujours là et nous allons peut-être bénéficier, enfin, nous allons connaître tout ce qui s'est passé depuis là, les innovations, et nous-mêmes, nous avons avancé un peu puisque nous essayons maintenant de faire le monitoring par Internet, puisque nous sommes à Cotonou maintenant, mais je ne suis pas sûre que Cotonou puisse écouter une radio FM qui est installée à Parakou. Donc, pourquoi ne pas utiliser Internet pour améliorer cette position? Et nous allons sortir de là parce que nous aurons échangé, nous aurons dialogué, nous aurons connu les acquis de tout un chacun et nous pourrons être encore plus sûrs de nous, renforcés, parce que nous savons qu'aujourd'hui la volonté politique est là. Les gens, non, laissez-moi, je conclue. Non, je conclue. Je dis que cette conférence, je suis sûr que nous allons sortir de là très fort. Voilà. Monsieur le Président, ce que dit Madame la Présidente, on a le sentiment qu'à la veille de certaines rencontres, on entend ce genre de discours. Qu'est-ce qui va faire que Cotonou ne soit pas une réunion de plus? Et vous avez dit quelque chose qui rend les gens pessimistes. Vous dites que rien ne nous garantit qu'en 2017, on sera au numérique, Monsieur le Président. Vous avez 2020. 2020, 2017 pour certains. Alors, votre mot de conclusion. Je suis de nature optimiste et c'est pourquoi je garde toujours cet optimisme avec la réunion de Cotonou et même avec l'avènement du numérique de manière générale. La plus grande opportunité que nous offre le numérique, c'est d'abord celle de diversifier les contenus de nos différentes télévisions. Avec juste l'évolution de la technologie, sur une seule fréquence,
Aujourd'hui, c'est une fréquence, une télévision. Avec le numérique, c'est une fréquence, 20 télévisions. Oui. Donc, c'est déjà une opportunité. Mais il faut qu'on sache saisir cette opportunité. Parce que si, au niveau des pays africains, les éditeurs de contenu ne saisissent pas cette opportunité pour proposer aux régulateurs des offres de contenu diversifiées, adaptées et de qualité aux besoins des publics africains, eh bien, c'est d'autres qui vont venir occuper ces espaces-là. Donc, c'est ça aussi. C'est à la fois une opportunité, mais c'est aussi un risque. Deuxième opportunité que nous offre Cotonou, c'est celle de créer aujourd'hui un espace de dialogue entre les instances de régulation, les opérateurs de la télévision numérique, mais aussi les régulateurs de contenants. Et je pense que c'est un espace d'échange et que de ces échanges vont sortir des idées que nous allons concrétiser au cours des prochaines années. Merci infiniment, Monsieur le Président Duriac. Voilà, c'est la fin de notre émission qui s'est consacrée sur la régulation des médias à l'heure du numérique. J'avais comme invité M. Adam Bonitessi, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Bénin, M. Abdourahmane Ousmane, président du Conseil supérieur de la communication du Niger et président en exercice du réseau des instances africaines de régulation de la communication, et Mme Martine Condé, présidente de la Haute Autorité de la Communication de Guinée-Conakry. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci aux techniciens et à dimanche prochain.